Mesdames et messieurs, merci d'être de retour pour aborder notre deuxième session de cet après-midi, la deuxième sur les trois. Nous allons poursuivre nos discussions et aborder les défis mondiaux entre l'éducation et le changement climatique. Nous avons entendu des présentations très intéressantes sur les écoles vertes. Nous allons maintenant aborder la résilience socio-écologique, mais également le climat et l'enseignement. Je regarde les présentations et effectivement, ces présentations abordent ce lien. Je vois Johan Slimbrook qui opine et qui sera le premier orateur. Nous allons entendre des intervenants des Philippines, de l'Inde, de la Bolivie. Ils vont pouvoir partager leur travail dans le domaine de la résilience socio-écologique. Nous allons pouvoir visionner leur présentation et vraiment nous allons couvrir la totalité de la planisphère. Alors, nous allons commencer comme à notre habitude. 5, 5, 2, 0, 8, 9. Notre questionnaire Menti. Une petite question qui est la suivante. Dans quelle mesure connaissez-vous ce concept de résilience socio-écologique? Si par exemple vous ne connaissez pas ce concept, ben voilà, vous pouvez répondre. Je vois que visiblement certains d'entre vous, oui, ont déjà été en contact avec ce concept, d'autres jamais ou n'ont pas vraiment d'idée précise. Alors, je vois que la plupart d'entre vous indiquent un petit peu, que vous connaissez un petit peu ce concept de résilience socio-écologique, ce qui nous prouve bel et bien que les présentations que nous allons entendre aujourd'hui seront utiles. Voilà, dans quelle mesure connaissez-vous ce concept de résilience socio-écologique? Nous voyons que 3/4 ou 2/3 des personnes interrogées répondent « Oui, je connais ce concept un petit peu ». Voilà donc notre tableau ici. Deuxième question sur Menti. Non, ça c'était la première. Eh bien, passons directement alors à Johan Slimbrook, qui est le coordinateur du réseau pour la résilience socio-écologique. Johan, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Je voudrais prononcer quelques propos liminaires, mais ce sera vraiment très très court, pour présenter ce concept de la résilience socio-écologique. La question du pourquoi et la question du comment, cette résilience socio-écologique. Alors, pour commencer, de quoi s'agit-il? Lorsque l'on parle de résilience socio-écologique, eh bien, cela recouvre plusieurs points. D'abord, la résilience. La résilience, c'est la capacité de gérer le changement. Nous parlons aujourd'hui de changement climatique et la capacité de continuer à se développer. Deuxième élément, lorsque nous parlons de la résilience socio-écologique, il s'agit des écosystèmes. Vous avez une définition ici à l'écran de l'écosystème. Ça peut être une entité dynamique d'une plante ou d'un animal ou encore des communautés de micro-organismes. Les écosystèmes ne sont pas forcément des endroits dans lesquels personne ne vit, pas du tout. On a parlé d'ailleurs d'écosystèmes précédemment. Hier, par exemple, nous avons entendu l'exemple du Sénégal où là, nous avions justement la présentation d'écosystèmes. Ensuite, sur base de cet écosystème, nous avons toute une série de services. Par exemple, l'alimentation. L'alimentation est importante pour plusieurs raisons. C'est important pour la réglementation ou la régulation plutôt.
Nous voyons que c'est important pour lutter contre l'érosion, par exemple. Et puis, vous avez également la partie culturelle, spirituelle, voire même religieuse, que l'on peut retirer de ces écosystèmes. Et puis, il y a un lien très clair entre cela et le bien-être humain, parce qu'il s'agit de la contribution de la nature aux gens, les connaissances locales, les connaissances autochtones sont également très importantes. Et il y a un lien également avec cette approche One Health. La résilience socio-écologique de façon générale et la capacité à s'adapter ou à se transformer face au changement des systèmes socio-écologiques. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut continuer à soutenir le bien-être humain. Alors la question du pourquoi maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, nous commençons de ce concept des limites planétaires. Les scientifiques ont développé ce concept reposant sur 9 zones, concept très important. On ne peut pas franchir, dépasser ces limites planétaires parce que cela peut encourir le risque de générer des changements environnementaux abrupts ou irréversibles à grande échelle. Et nous voyons que malheureusement, dans 6 de ces 9 zones, nous avons déjà dépassé la limite. Qu'est-ce qui est important si nous travaillons sur ce point? Vous avez ici la représentation des ODD qui met l'accent sur l'importance de la biosphère, mais l'eau, la vie aquatique, la vie sur Terre et le climat. C'est extrêmement important, c'est la biosphère. C'est important si l'on veut soutenir les ODD au niveau de la société et de l'économie. Nous voyons qu'il est important de travailler sur 4 axes en même temps. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas d'ordre, mais il faut qu'il soit abordé simultanément. Il s'agit de l'accès, par exemple, à l'eau, il s'agit de la préservation des écosystèmes, mais également les politiques, les droits et les gouvernements. Et quatrièmement, la conscientisation améliorée. L'éducation, évidemment, entre dans cette catégorie-là. Et nous savons que le travail sur le terrain est également très important et tout le travail est réalisé au niveau des politiques et de la gouvernance. C'est là que nous voyons le lien entre l'éducation, la justice climatique. Et à ce moment-là, eh bien, on entre un petit peu dans le débat que nous avons eu précédemment. Quel est le lien entre l'éducation et les différentes politiques? Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, il s'agissait vraiment d'une introduction très concise. Nous avons à notre disposition un document d'une dizaine de pages abordant ce sujet beaucoup plus en détail et vous y aurez accès à la fin de la réunion. Très bien. Le titre de cette session est la résilience socio-écologique, climat et éducation, un lien clair, néanmoins méconnu. Alors, quelle est la partie justement méconnue? Eh bien, je dirais que, en tous les cas, en ce qui me concerne, le travail que nous réalisons dans le domaine de l'éducation et le travail réalisé par d'autres aussi, c'est un travail un petit peu invisible. Nous avons des sociétés ou des organisations qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, par exemple, mais qui n'abordent pas nécessairement l'éducation. Nous avons probablement là des professionnels de l'éducation qui travaillent sur ces sujets. Or, il faudrait peut-être qu'ils soient rendus plus visibles ou qu'ils travaillent ensemble de façon plus holistique. Très bien. Nous allons donc aborder 3 exemples. Voyons ce qui est proposé pour rendre ce travail plus visible. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce travail holistique fonctionne? Eh bien, j'espère que nos différents orateurs pourront apporter une réponse à cette question. Oui, c'est une question qui n'est pas simple. Nous allons donc donner la parole à 3 intervenants. Ils vont nous parler de 3 cas.
D'abord, via Don Bosco, c'est une ONG belge qui travaille avec les jeunes marginalisés. Nous avons Because Health. Il s'agit là d'une plateforme de santé dont l'objectif est d'apporter un accès égal à la santé. Et puis ensuite, de l'Université libre de Bruxelles, en collaboration avec l'Université de Lubumbashi, nous avons là également un autre projet sur des jardins médicinaux. Nous allons commencer par Via Don Bosco. Amélie Janssens, Via Don Bosco. Lui sera en anglais, vous allez intervenir en français, il me semble. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'audience, pour qu'elle sache à quel moment changer. Et vous avez quelque chose à présenter sur la résilience socio-écologique. Oui, peut-être juste présenter Humberto Camacho, qui est donc... So, Humberto Camacho is the National Coordinator of the Planning and Development Office in Bolivia. I do work in Via Don Bosco here in Belgium. I do manage the program from Brussels. Pour l'espace que vous nous donnez aujourd'hui. Comme exemple de ce que Johan a expliqué sur la résilience, nous allons vous présenter notre programme andin et aussi en quoi l'éducation technique et professionnelle peut contribuer justement à ces enjeux de résilience socio-écologique. Donc, je vais commencer par une introduction très brève sur Via Don Bosco. Via Don Bosco est une ONG qui est active dans l'éducation depuis plus de 50 ans. Notre core business est vraiment l'éducation technique et professionnelle. Nous sommes actifs dans 14 pays avec des partenaires majoritairement issus du réseau salésien. Traditionnellement, nous avons donc des programmes pays qui sont liés à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait traditionnellement. Et notre programme andin est un petit peu une exception à ces programmes traditionnels dans les pays. Donc, le programme andin couvre 3 pays que sont la Bolivie, le Pérou et l'Équateur. Et nous le voyons nous-mêmes comme un programme pilote, dans le sens où c'est la première fois où nous avons une approche régionale, mais c'est aussi la première fois où nous avons une approche liée à l'environnement, une approche thématique. Donc, l'environnement est normalement, globalement, toujours présent de manière transversale dans nos programmes, mais ici, nous l'avons vraiment placé comme étant le cœur de ce programme andin. Alors, les partenaires de Bolivie, Pérou, Équateur sont des partenaires historiques. Nous collaborons avec eux depuis plus de 20 ans. Et l'idée de faire ce programme régional andin avec eux, c'est issu aussi d'une réflexion à l'interne chez nous, chez Via Don Bosco, pour dire de s'ouvrir nous-mêmes à de nouvelles formes de collaboration avec justement ces partenaires traditionnels qui pourraient proposer des thématiques innovantes, des thématiques importantes, stratégiques et intéressantes tant pour eux que pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de supporter les partenaires dans leur effort et leur volonté liée à l'environnement. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Humberto qui va vous présenter le cœur du programme. Thank you very much, Amélie. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie d'être ici. Nous voulions donc parler de ce programme andin et commencer par la cosmovision andienne des Andes, la mère Terre. C'est comme cela que nous voyons la Terre, c'est comme cela que nous voyons notre planète. Lorsque nous parlons de résilience, il y a énormément de liens, ces notions de régénération, d'assurance. Évidemment, c'est un scénario idéal. Ce n'est pas forcément ce que nous constatons dans ces régions actuellement. Comment est-ce que l'éducation peut nous aider à renforcer la résilience? Voici la description de notre approche. Notre groupe cible est composé d'à peu près 4600 jeunes, 43% de jeunes filles, entre 15 et 29 ans.
Notre objectif bien spécifique, ce sont les jeunes qui étudient dans les centres salésiens de formation professionnelle en Bolivie, au Pérou et à l'Équateur. Ils intègrent une approche environnementale dans leur pratique professionnelle et vont contribuer à la création d'une culture plus verte ainsi qu'à la promotion de la durabilité et la résilience dans la région. Nous travaillons dans le cadre de cette initiative de l'Alliance Don Bosco et nous travaillons sur les ODD. Notre approche, je vous le disais, nous travaillons avec ces centres de formation professionnelle puisque nous ciblons les jeunes qui étudient pour apprendre un métier. Notre objectif, c'est de pouvoir élaborer des lignes directrices environnementales, mais également des plans d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et nous voulons également adapter les programmes de cours et intégrer une approche environnementale dans chacune de ces ensembles de carrières. Nous voulons le faire en passant par le réseautage et en améliorant la conscientisation à toutes ces problématiques. La région des Andes représente une région gigantesque qui est lourdement impactée par le changement climatique et la détérioration de l'environnement et simultanément à cela, visiblement, il n'y a pas vraiment de conscientisation. Les jeunes aimeraient avoir davantage d'informations sur ce qui se passe. Les jeunes sont les victimes de cette dégradation environnementale. 27 millions d'enfants latino-américains vivent dans des régions qui courent des risques environnementaux très élevés. Plus de 63 millions de latino-américains et de jeunes ont été touchés par des événements climatiques au cours des 30 dernières années. Et nous savons que les jeunes, la jeunesse, peut véritablement être un pont permettant de renforcer la résilience et permettant également de jouir de sociétés beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables. Je pense que nous sommes tout à fait là dans le droit fil de ce que l'UNESCO promeut en matière de formation professionnelle. L'objectif, c'est de répondre aux différents défis du changement climatique, mais également du marché de l'emploi. Et dans nos centres, nous essayons de promouvoir la transition vers les économies vertes et les sociétés durables, et nous suivons l'agenda pour une transition juste qui aborde le double impact de cette situation sur le monde du travail, mais également sur l'environnement. Nous savons que les jeunes ont cette capacité, cette possibilité de trouver de nouvelles voies vers le développement durable. C'est là que nous voyons donc ce lien et cette relation unique. Je partage avec vous quelques photos des revendications des jeunes en Amérique latine. Ils ne veulent pas d'un environnement à 50%, ils veulent un environnement complet. D'autres slogans, il n'y a pas de planète B. Mais en même temps, nous voyons qu'ils sont les victimes de ces changements climatiques parce que de plus en plus, il y a des événements météorologiques qui vont avoir un impact et un effet direct sur les activités, sur le fait qu'ils puissent ou non se rendre à l'école, par exemple. Parfois, ils n'en ont pas la possibilité parce qu'il y a eu un événement climatique soudain ou bien parce qu'il y a des problèmes de santé ou encore parce que la situation économique est vraiment déplorable. Et je pense que nous devons absolument adopter une nouvelle approche par rapport à cette situation. En même temps, nous mettons en place de bonnes pratiques afin de protéger notre maison commune, notre seule maison. Ces initiatives ont déjà vu le jour dans nos centres de formation professionnelle. Comme je vous le disais, il est important de travailler en réseautage et de commencer à mettre en œuvre de bonnes pratiques. Dans nos différents centres de formation, nous franchissons les premières étapes pour renforcer l'offre de formation professionnelle dans nos pays. Voilà la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Umberto. Ensuite, autre question
Ah, Amélie était déjà en train de partir, mais j'avais une question pour vous posée par un participant en ligne. Concrètement, que faites-vous? Que faites-vous pour avoir cette approche compréhensible? Que faites-vous pour renforcer la résilience au quotidien dans le cadre de ce projet? Nous savons que ces jeunes, tôt ou tard, vont se retrouver sur ce marché de l'emploi global. Nous savons que tôt ou tard, ils vont se retrouver avec un travail d'une façon ou d'une autre. Et nous voulons vraiment que dans toutes les initiatives qu'ils vont prendre, dans chacune des étapes qu'ils vont franchir, nous voulons absolument qu'ils tiennent compte de l'environnement. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Nous voulons que ces jeunes deviennent de véritables acteurs du changement et nous voulons le faire le plus tôt possible, au tout début de leur parcours à l'école. Nous savons très bien qu'ils vont rencontrer des acteurs privés et publics également. Donc, j'entends deux choses. Donc, ces jeunes, effectivement, vont quitter l'école et vont se retrouver sur leur marché de l'emploi. C'est bien cela. Donc, il faut qu'ils tiennent compte de l'environnement. Et puis, il faut vraiment que, dès le début, ils aient cette conscience climatique. Très bien, merci beaucoup. Dans tous les exemples que nous avons entendus hier et aujourd'hui, visiblement le fait de sortir des écoles, de sortir des classes, c'est un fil rouge vraiment, un point commun que je retrouve dans vos différentes approches. Peu importe l'approche suivie, voilà, vous sortez des classes, vous voulez vraiment sortir de cet environnement scolaire. C'est vraiment un point commun. Très bien, merci beaucoup Amélie et Umberto. Nous allons maintenant passer à la présentation du projet suivant, la santé planétaire, Because Health. Nous avons Reddy en Inde et nous avons Jaker aux Philippines. Il doit être bien tard aux Philippines, non? Non, c'est le début de la soirée. Bon, donc c'est quoi? C'est 20 heures ou plus tard? Non, il est 21 heures. Très bien. Et puis nous avons également Reddy d'Inde. Nous vous interrompons peut-être en plein repas. Non, mais après ma présentation. Très bien. Alors, je pense que votre présentation est prête sur la santé planétaire, Because Health. Et donc, Jaker, petite question. Dites-moi quand vous voulez que je partage la présentation ou je pourrais également repasser au Menti. Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de nous présenter en tant que groupe de travail Because Health. Aujourd'hui, Jaker et moi-même, nous allons vous présenter cet enseignement à la santé planétaire au sein de la communauté vers un système beaucoup plus résilient. Alors avant de commencer, essayons de comprendre ce que nous sommes, ce que nous faisons. Jaker, merci beaucoup. Reddy, bonjour également de ma part. Permettez-moi peut-être de vous présenter Because Health et ce que nous faisons. Because Health est un groupe de travail sur la santé planétaire. C'est un réseau belge de promotion de la santé. Nous offrons une participation significative à différentes parties prenantes qui viennent de pays à faible et moyen revenus, qui sont parfois également marginalisés. Nous donnons la voix à ceux qui n'en ont pas. Nous travaillons avec les parties prenantes qui sont actives dans le domaine de la santé mondiale, mais qui travaillent également dans le domaine de la justice climatique et de l'égalité. Reddy
vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de ce que ce groupe aimerait atteindre. Eh bien, nous espérons atteindre, comme vous venez de l'entendre, nous avons besoin d'un espace d'échange technique pour faciliter ces initiatives conjointes. C'est tout à fait en ligne avec les principes de Because Health, la protection sociale, un accès équitable à des services de soins de santé de qualité pour tous, mais également des systèmes de soins de santé qui soient résilients et pérennes. Nous voulons également promouvoir l'inclusion, la transparence et la décolonialité, sans oublier la promotion des droits de l'homme. Nous aimerions poser une question au public par le Mentimetre. À votre avis, quelle est la signification de la santé planétaire? Vous pouvez alors répondre dans le Mentimetre. Voyons ce que vous en pensez. Vous pouvez donc répondre à cette question dans le Mentimetre. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent peut-être à l'instant, nous utilisons un Mentimetre et si, voilà, vous voulez répondre par deux, il n'y a pas de problème. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps pour voir apparaître les premières réponses. Une santé interconnectée mondiale. Voilà, ça c'est déjà une première réponse. L'interconnexion de tous les animaux, les plantes et les humains. Une santé durable. Une planète saine est la condition de mener une vie saine. Consommation responsable des ressources naturelles. Rester dans les limites planétaires, c'est la base de tout. Une planète heureuse, un environnement, des personnes, des animaux heureux, l'intégration des humains. Comment est-ce que la planète peut soutenir les êtres humains? La santé de tous les êtres vivants, un environnement sain pour voir prospérer tous les êtres vivants, la santé humaine. Voilà donc les réponses et les mots-clés que nous recevons. Eddy, qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez là finalement la définition. Jake, est-ce que vous pourriez peut-être partager la définition? Eh bien, je parcours les réponses fournies dans le Mentimetre. C'est surprenant, mais c'est palpitant en même temps parce que nous voyons que certains comprennent plus ou moins ce qu'est la santé planétaire, mais elle est définie finalement comme étant vraiment le niveau de la santé le plus élevé, le plus important. Il faut donner toute l'attention au système naturel et le fait de délimiter également, de connaître ses limites planétaires, à ne pas dépasser. À l'écran, vous avez la définition assez simple. La santé planétaire, c'est la santé de la civilisation humaine et l'état des systèmes naturels dont la civilisation dépend. Merci, merci beaucoup. Autre question. Dans quelle mesure les changements planétaires ont-ils un impact sur notre santé? De nouveau, nous l'avons vu, le fait de dépasser les limites planétaires peut avoir des conséquences extrêmement néfastes. La façon dont nous sommes exposés à notre environnement, les maladies, les catastrophes naturelles, il y a un effet domino par rapport à la façon dont ces événements peuvent avoir un impact sur notre santé. J'en veux pour exemple la pandémie, les défaillances alimentaires dans plusieurs pays, les maladies tropicales et puis les catastrophes naturelles comme les vagues de canicule, les sécheresses, les inondations, les incendies, les tempêtes tropicales, par exemple.
Ici, aux Philippines, nous voyons que cela a un impact sur les civilisations. Cela renforce les conflits, les déplacements de population. Essayons dès lors de voir comment sont les choses d'un point de vue de la santé planétaire. L'échelle des entreprises, malheureusement, a dépassé les ressources de la planète. Il y a une surconsommation. Nous voyons que toutes ces activités humaines ont des impacts terribles qui se produisent à des rythmes, à une vitesse sans précédent. Vous avez à l'écran un diagramme qui essaye d'expliquer ce modèle en essayant d'identifier des moteurs très importants et qui montrent l'impact sur notre santé. Ici, nous voulons mettre l'accent sur le fait qu'il est possible de changer les choses. Nous pensons très sincèrement que l'éducation peut avoir un effet très positif sur les facteurs d'atténuation, comme par exemple la technologie, la gouvernance, la santé, la culture. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir dans quelle mesure l'éducation va pouvoir changer les comportements. C'est ici qu'intervient le cadre d'éducation sur la santé planétaire. On essaye de recueillir les différentes pratiques réalisées dans ce domaine. Il est important de tenir compte de ces limites planétaires. On peut probablement parler également une langue comprise par tout le monde. On peut construire une narrative sur les pratiques existantes. On peut ainsi concevoir des programmes de cours en y intégrant davantage de souplesse. On peut envisager plusieurs itinéraires d'apprentissage tenant compte justement de cette situation et tenant compte de la santé planétaire. Merci beaucoup. Nous avons réalisé un travail de remue-ménage et nous sommes arrivés à 3 grandes réflexions sur la façon dont on peut aborder la santé planétaire. D'abord, l'adoption d'une approche variée à l'éducation à la santé planétaire qui va au-delà de l'enseignement médical et de la pratique. Il est important d'explorer les différentes connaissances qui existent. Chez ITM, ils ont introduit cette pensée de la santé planétaire aux Philippines. On voit que l'on a introduit cela dans les programmes de sous-doctorat. Ensuite, deuxième réflexion. Il est important également d'intégrer des systèmes d'apprentissage qui soient redevables et durables également. Cela doit devenir un must. Il faut que l'on réfléchisse à l'impact de nos actes. Nous devons également envisager ce mélange de l'apprentissage dans les différentes régions. Et enfin, troisièmement, le fait de hiérarchiser le processus décisionnel et la participation inclusive lorsque l'on réalise une intervention pédagogique. Il faut décoloniser la santé planétaire, reconnaître également les différentes voix qui s'expriment dans la société et ensuite réfléchir à la santé, non pas à la santé des gens, mais également la santé de la planète. Eh bien là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une conversation vraiment très intéressante et nous voulions justement la partager dans le cadre de cette conférence. Nous avions une autre question à vous poser. Vous pouvez également répondre à la question dans le multimètre, mais je ne veux pas que cela prenne trop de temps. Nous aimerions vraiment comprendre ce que votre public, ce que vos participants pensent de cela. Donc la question qui est posée est la suivante. Si vous avez le sentiment que l'école, par exemple, c'est un petit peu trop étroit, voilà, est-ce que les étudiants sont impliqués dans la conception des programmes de cours dans vos écoles ou est-ce que ce n'est pas le cas? Voilà donc la question qui est posée dans le multimètre maintenant.
Voilà, il ne faut pas nécessairement réfléchir à votre propre école, essayez peut-être d'élargir un petit peu le cadre. C'est la question que vous posez par rapport au troisième principe, j'imagine, Jaker ou Riddy. Oui, oui, absolument, c'est tout à fait cela. Le fait d'impliquer les élèves, les étudiants eux-mêmes. Alors, je regarde ici le public, ici présent. Je ne sais pas si vous avez accès ou pas, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il y a peut-être un petit problème de connexion Internet, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être poser la question ici dans la salle. Qui répond oui? Ah, nous avons quand même une personne qui a répondu oui. Jaker et Riddy. Si c'est la même chose en ligne, alors cela voudra probablement dire qu'il y a très peu de personnes qui pensent que les étudiants sont impliqués dans la conception des programmes de cours. Donc, il y a énormément de pain sur la planche, là, me semble-t-il. Oui, absolument. Je vous vois opiner. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous répondu oui? Parce que voilà, vous êtes quasiment la seule personne à avoir répondu oui, parce que ce serait une bonne pratique. Yes, so I represent the Finnish National Education Authorities and we Je have a very représente l'autorité en matière d'éducation en Finlande et nous travaillons sur le programme de cours et puis nous mettons aussi en place des initiatives en commun avec les autorités des écoles, les instances publiques, etc. Donc, il est très inclusif, ce processus. Oui, on devrait peut-être aller leur rendre visite pour voir comment ils mettent tout cela en pratique. Quelques commentaires encore. Vous mettez l'accent sur la santé. Pourquoi pas sur le bien-être? Quand on parle de la résilience, on pourrait aussi parler du bien-être. Pourquoi avoir choisi la santé comme approche? La santé est un aspect important. Quand on pense à la santé, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect physique, mais aussi mental. Donc, quand on parle ici de la santé planétaire, eh bien, quand on est malade, soit on se limite aux symptômes de la personne, soit on essaye de comprendre pourquoi elle est malade. Nous voulons montrer qu'il y a urgence et qu'il n'y a pas que le bien-être qui est affecté, mais c'est la santé aussi. Donc, nous voulions vraiment aller plus loin. Oui, en parlant de santé, en fait, vous mettez l'accent sur l'urgence. D'après vous, la santé planétaire n'est pas encore une planète heureuse, si je puis dire, mais on pourrait plutôt parler de planète du bien-être, n'est-ce pas? Oui, on pourrait peut-être continuer. Il y a encore deux dias. Et pour revenir sur le dernier point, l'importance de cette approche éducative, nous sommes bien conscients qu'il y a un lien étroit entre l'humain et la nature. Il faut apporter un soutien au système socio-écologique. Donc, je le répète, il y a cette connexion entre la nature et l'humain qui fait partie en quelque sorte du cadre de l'éducation à la santé planétaire. Tout est connecté à tout. Les populations autochtones ont intégré tout cela dans leur tradition, dans leur culture. Et on voit cette résilience à de nombreux égards. Elle est environnementale, elle introduit des changements sociétaux. Et c'est ce que l'on peut voir aujourd'hui. Nous avons essayé de jeter un
pont entre ces différents mondes pour faire avancer les méthodes d'éducation, les pratiques. Nous sommes en train de revoir ces connaissances et savoir-faire autochtones. Nous essayons de les cartographier aussi pour voir dans quelle mesure cela peut permettre de faire avancer l'éducation à la santé planétaire. Merci, merci beaucoup d'avoir introduit cette approche qui repose sur ce système de savoir autochtone. Ce qui nous conduit à la dernière présentation de cette partie. Et je crois que moi, je vais passer aussi de ce côté-ci pour une dernière présentation, en tout cas plus ou moins un talk, un dialogue qu'on aura les deux. Peut-être courte présentation, qui est Julie? Oui, qui suis-je? Je réponds philosophe. Non, on ne va pas faire de blague. Donc, je suis chargée de projet pour ULB Coopération, donc l'ONG de l'université. On est d'ailleurs en consortium avec les 4 autres ONG universitaires de Belgique francophone sous le label d'Uniforcop. Et donc, notre rôle, mon rôle au sein de cette équipe à ULB Coopération, c'est vraiment de soutenir en pratique l'ensemble de la communauté universitaire de l'ULB qui souhaite s'impliquer au sein de projets de solidarité internationale et de coopération. Et donc, vous travaillez avec l'université de Lubumbashi dans ce projet-ci, ou dans plusieurs projets, peut-être avec encore plusieurs ateliers, plusieurs activités, mais vous voulez vraiment parler aujourd'hui donc de ce que vous faites avec l'université de Lubumbashi. Et donc, l'université de Lubumbashi est une des universités partenaires privilégiées de l'ULB. Donc, effectivement, il y a plein de projets qui se déroulent là-bas qu'on pourrait évoquer ici. Et donc, c'est vraiment un projet qui est maintenant mené au sein de la faculté de pharmacie de l'ULB et en collaboration avec d'autres facultés que j'ai présentées, effectivement. D'accord. On va parler de jardins médicinaux, parce que c'est ce que vous faites avec, dans ce projet-ci. Et vous êtes parti à partir de quel constat à démarrer le projet? Où était le point de départ? Le point de départ, c'est vraiment une volonté des étudiants de l'université de Lubumbashi de développer, de réfléchir sur comment dire ça, j'allais dire favoriser, mais comment développer les connaissances des médecines traditionnelles avec les plantes qu'ils avaient autour d'eux, donc de pouvoir développer leur pratique professionnelle à partir de ces plantes et en même temps de se dire mais comment je peux améliorer la vie sur le campus, d'avoir des espaces arborés qui facilitent, qui amènent de la fraîcheur, qui luttent contre la poussière. Donc voilà, c'est vraiment ces étudiants-là qui se sont dit mais, en pratique, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de mon campus et pour étudier ces plantes de près. D'accord. Et comment est-ce que vous avez commencé ce projet? Alors, cette question vous est venue, ils en ont parlé, j'imagine, avec leurs professeurs, et après, vous avez été contacté d'une certaine manière. Comment ça s'est déroulé? C'est exactement ça. Donc, ils ont commencé à en discuter avec des doctorants, des professeurs, de réfléchir à l'espace sur le campus où ça pouvait prendre place. Et puis, dans le cadre d'un projet soutenu par l'AUF, mais aussi par la RSCCD, donc l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur ici en Belgique, de voir comment financer l'élaboration de ces jardins en achetant des clôtures, en achetant des petites boutures et de commencer à travailler, de vraiment avoir ce qu'ils appellent des classes en direct, d'utiliser le jardin pour apprendre leur futur métier. Lorsque vous avez vu le projet, en tout cas le principe de ce projet, quel était votre ressenti, votre émotion? C'était, déjà, il y a ce côté, quand on voyait la présentation tout à l'heure, déjà sur le Congo, de se dire, mais en fait, ils prennent les choses en main. C'était déjà super chouette. Et aussi de casser les frontières. Donc, c'est vraiment interuniversitaire, interfacultaire, interprofessoral. Alors, la recherche peut être très, très, très interdisciplinaire, mais l'enseignement, pas du tout. Et donc, de là, de voir ce groupe d'étudiants belges travailler avec ce groupe d'étudiants congolais sous la volonté d'étudiants congolais pour améliorer la vie au quotidien, c'était vraiment très agréable. Et quels étaient vos ressentis peut-être un peu aux défis, des défis que vous voyez venir? Alors, je ne sais pas, le défi que moi je vois, c'est, je vais dire que j'en ai pas, c'est pas tout à fait juste, mais je vais parler des défis que les jeunes voient. C'est vraiment de voir
OK, une fois que le jardin sera là, comment le préserver, comment le protéger, comment sensibiliser la population qui vit autour du campus, car le campus du Nilou est intégré dans la ville et donc les gens passent pour qu'il n'y ait pas de détérioration, voilà, qu'il ne soit pas abîmé, que le jardin soit pas, voilà, que les plantes ne soient pas arrachées, que le bois ne soit pas coupé, etc. Et donc, le plus grand enjeu, c'est peut-être de sensibiliser les autres étudiants. Ils réfléchissent à comment présenter les plantes, peut-être par des QR codes que les gens pourraient, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte cette plante-là, et aussi peut-être des conférences, etc. On D'accord. reste dans une Donc, il y a UNIF. plein de questions qui ont été, Ouais. qui ont été soulevées par le fait que les étudiants avaient une idée en tête et qu'il fallait donc la mettre en œuvre d'une certaine manière. Donc, il y a plein de questions qui sont soulevées. Votre rôle en tant qu'université, vous êtes ici à Bruxelles. Bon, peut-être ils ont besoin d'un peu d'argent, mais après, ils ont l'idée. Pourquoi, de quelle manière est-ce qu'il faut les soutenir? Et est-ce que vous aviez vraiment l'impression que vous pouviez leur apporter quelque chose? Non. Non? Ok, Non, d'accord. mais c'est vraiment plutôt l'idée de transdisciplinarité et aussi, donc là j'ai beaucoup parlé des étudiants de Lubumbashi, d'où vient l'idée, mais il y a aussi le travail avec les étudiants de l'ULB, de pouvoir dire comment, d'ici en Belgique, on peut s'impliquer dans un projet d'un autre pays en réfléchissant aussi aux enjeux systémiques de notre rôle en tant que citoyen. Ouais. Et donc, il y a vraiment cet accompagnement. Comme je disais, là, c'est beaucoup la faculté de pharmacie. Et donc, depuis la Belgique, il y a aussi des étudiants en architecture. Ok, Donc, et comment vous avez collaborent. comment est-ce que vous avez pu, quelles ont été vos réponses d'ici pour aller apporter, pour leur donner le soutien dont ils avaient besoin, ou peut-être pas, donc ils n'avaient pas besoin du tout. Mais là, je pense que là, c'est encore une fois, ça fait bien écho à la présentation qu'on a vue tout à l'heure. C'est aussi par rapport aux outils pédagogiques, de sortir de l'enjeu. On est dans une université, on va parler dans un moment ex-cathédra, mais plutôt aussi de leur proposer de la pédagogie active, par exemple, les classes en direct, ce qu'on appelle les classes en direct, donc d'aller dans le jardin, de pouvoir étudier à partir de là. Donc vraiment de réfléchir avec eux à d'autres pédagogies autour de ce jardin. Donc ça, c'est en fait les connaissances que vous avez apportées. Ouais, D'accord. en échange en tout cas. Ouais, Vous avez échangé parce qu'ils ne le faisaient pas, non, à ou la ils base, ils ne le n'avaient pas faisaient pas. ils n'avaient C'est pas vraiment d'expérience d'ailleurs. avec ce genre Ouais, non. C'est D'accord. d'ailleurs des étudiants de Lubumbashi qui étaient venus faire leur thèse de doctorat à Bruxelles et en voyant ce qui se faisait à l'ULB, qui ont ramené aussi des choses dans leur bagage. D'accord. Et où en est le projet maintenant? Alors, le projet maintenant, c'est vraiment les prémices. Donc, on est en train de clôturer le jardin, on est en train de faire ce qu'on appelle les boutures, donc de sélectionner les plantes et de les faire pousser. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là pour Et le est-ce que moment. vous avez déjà trouvé des réponses, par exemple, à la détérioration du jardin, par exemple, parce qu'il est ouvert au public, etc. Est-ce que vous avez déjà trouvé des réponses à ce niveau-ci? Oui, c'est vraiment grâce au financement de l'AUF d'ailleurs, de pouvoir clôturer les espaces. D'accord. Et il y a des étudiants qui deviennent gardiens de jardin, si on peut dire, et qui passent, voilà, qui ferment le jardin le soir, qui viennent l'ouvrir au matin et qui sont là pour expliquer un peu autour de. D'accord. Et quelle a été votre plus grande surprise avec ce projet? Vous me dites, ah, je n'aurais jamais imaginé ceci. En travaillant avec des étudiants ici tous les jours à Bruxelles, ce qui m'a le plus étonné, c'est justement l'investissement des étudiants au Congo. Je veux dire, en un claquement de doigts, on a 20, 50 étudiants qui sont là et qui se sont dit « je suis prêt à m'investir dans le projet ». Alors peut-être qu'ici, on doit un peu courir après eux pour qu'ils puissent s'investir dans des projets à long terme. Donc c'était vraiment chouette de voir cette énergie. D'où vient cette énergie, cet engouement, à votre avis? Je pense qu'ils sont conscients de la richesse de leur environnement et qu'ils souhaitent le préserver, comme on a pu le voir encore une fois tout à l'heure. D'accord. Et très bien. Est-ce ils voulaient faire quelque chose avec des plantes traditionnelles? Est-ce qu'ils avaient eux-mêmes déjà des connaissances des plantes traditionnelles, ou est-ce que c'était quelque chose qui était enfoui un peu sous les couches de, je ne sais pas, peut-être de colonialisme, etc., etc.? Alors, ce serait très difficile de vous répondre en détail, mais de ce qu'on m'a informé, c'est vraiment un tout nouveau module de cours au niveau de cette université, de faire ressortir ces connaissances. Donc, je pense qu'effectivement, ça a bien été caché, enfoui par rapport à l'histoire. Et là, vraiment, il y a une réflexion, en tout cas au niveau de l'université, peut-être au niveau national, de faire réapparaître ces connaissances ancestrales, comme on dit, même si ce mot est un peu… D'accord. Dernière question peut-être. Quel est le message clé que vous voudrez faire passer à l'audience, au public?
Ben, moi, j'ai confiance en la jeunesse. Enfin, j'ai encore que 35 ans, donc ça fait vraiment parole de vieille de dire ça, mais j'ai vraiment confiance en la jeunesse et je pense qu'il faut les écouter et qu'ils sont acteurs et actrices du changement. D'accord. Donc, il faut impliquer Il faut les jeunes, s'impliquer. c'est ce qu'on entend. Voilà, C'est ce faut qu'on les a entendu impliquer. pendant la session, pendant les 2 sessions aujourd'hui, ce qu'on a entendu aussi hier. Il faut sortir des écoles, il faut les impliquer dans le montage des curriculums, etc. Et dans ce que eux ils veulent faire. Et finalement, ils arrivent avec Ils ont parfois déjà les réponses. ils ont parfois déjà les réponses. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Julie. Merci. Michel Vaillant et Samuel Laboisse, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez déjà entendu l'interview que j'ai faite avec Julie? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter encore? Quelque chose que vous vous dites, ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que l'audience devrait savoir encore sur ce projet? Et en fait, nous, oui, c'est le projet précédent, les jardins de Lubumbashi, on l'a découvert avec vous il y a 10 minutes, puisqu'on intervenait en fait sur un autre sujet. J'aurais bien aimé pouvoir vous répondre, mais je suis en grande difficulté par rapport à la question. D'accord. Alors, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette présentation? Par contre, oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est que vous allez voir avec la présentation qu'on va vous proposer, c'est que il y a beaucoup de termes que vous avez utilisés qui font écho avec ce qu'on essaye de faire auprès de nos étudiants, c'est-à-dire sortir des classes, les faire participer dans la construction des curriculums, se dire que finalement les jeunes sont déjà en train de se construire leur propre chemin de pensée, leur propre chemin de réflexion, et que nous, on est aussi au sein de l'ISTOM beaucoup bousculés par nos jeunes. Voilà, donc finalement, on aurait tendance à penser que l'éducation se fait des enseignants vers les étudiants, et on découvre pratiquement chaque jour que l'inverse non seulement est possible, mais se fait également, quoi. Je vous laisse présenter votre projet d'accompagnement. Je vous remercie beaucoup de nous donner la parole. On est, nous, ravis d'être avec vous aujourd'hui. On en profite justement donc pour remercier les organisateurs qui ont rendu possible cette conférence. Et on en profite également pour remercier l'AUF qui nous a apporté un soutien très important dans ce projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, l'ISTOM, je précise juste, si vous le permettez, que l'ISTOM est une école qui forme des ingénieurs en agro-développement international, et qu'on a ce souci qui se fait de plus en plus fort de pouvoir leur donner les outils, les moyens de penser la complexité. Alors, on part, nous, de l'éducation au développement durable, mais je pense que parler du développement durable, c'est déjà se rapprocher de ce que présentait tout à l'heure Johan Simbroek sur la question de la résilience des systèmes socio-écologiques. Je pense qu'il peut y avoir des termes qui sont finalement relativement différents, mais on pourrait se mettre d'accord sur le fait que finalement l'objectif, c'est bien de se dire comment on peut préserver les grands équilibres écologiques tout en permettant aux populations de vivre dignement. Je crois qu'au bout de ça, il y a peut-être possibilité, voilà, de raccorder l'entrée posée par Johan et puis notre entrée à nous qui porte sur le développement durable. Alors, ce projet est un projet donc, scientifique et pédagogique et qui part de l'abeille, ce petit insecte qui se balade, qu'on a du mal toujours un peu à attraper, mais qu'on dit en fait sentinelle de l'environnement, c'est-à-dire cette abeille qui, en fonction justement de comment elle évolue, en termes de s'il y a de plus en plus de colonies, s'il y en a moins, nous donne, en fait, est un indicateur de l'état de santé d'un environnement. Et puis d'un point de vue social, d'un point de vue du système social, c'est l'apiculture et les apiculteurs, donc les éleveurs d'abeilles, qui, au regard de chocs, c'est ça en fait à quoi renvoie la résilience, face à des chocs qui peuvent être des chocs climatiques, des chocs économiques, vont peut-être modifier leurs pratiques pour justement s'adapter et donc faire face aux chocs, faire résilience. Et on est parti dans cette posture pour trois grands, si vous voulez, objectifs dans ce projet. Le premier, c'est donc de produire de la connaissance scientifique sur le sujet du développement durable en partant du terrain, donc un terrain en France et un terrain en Bosnie-Herzégovine. Le deuxième qu'on va traiter plus longuement, que Samuel va traiter plus longuement tout à l'heure, c'est comment développer de nouvelles formes pédagogiques d'éducation au développement durable.
Et la troisième, qui est une ambition peut-être de recherche de terrain, qui est de dire comment finalement on accompagne les acteurs locaux vers des changements durables. Alors en considérant notamment les enjeux de changement climatique et les moyens d'y faire face, on revient à cette question de la résilience des systèmes socio-écologiques par la recherche d'un équilibre entre préservation écologique et satisfaction des besoins essentiels des populations. Voilà, je m'arrête là-dessus sur cette présentation très rapide du projet, mais en mettant l'accent sur des nouvelles formes pédagogiques qu'on a développées au sein de l'ISTOM auprès de nos étudiants et avec nos étudiants. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail voilà, de la séquence pédagogique, hein, et ce que nous, on met en place vraiment au niveau de notre école, d'abord, dans un premier temps, c'est une compréhension du terrain. C'est vraiment évaluer, analyser les enjeux autour de l'apiculture. C'est aussi pouvoir approfondir la compréhension de l'intégration de l'abeille, hein, qui est un peu notre organisme modèle, au sein de son environnement. Et c'est d'étudier aussi les dynamiques entre les apiculteurs, qui sont les acteurs de cette filière autour de l'abeille, et puis les autres acteurs du territoire, avec les interactions positives ou négatives qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs. Et ensuite, c'est appréhender la conception du développement durable par ces différents acteurs. Donc là, très concrètement, c'est différents groupes d'étudiants qui ont travaillé ces questions-là de compréhension du terrain. Donc, on a mis en œuvre 2 groupes d'étudiants en projet de groupe de longue durée, donc c'est des niveaux un peu Master 1, et en 2020 et en 2021, ils ont travaillé sur plusieurs territoires à l'échelle de la France. Ensuite, vous avez une étudiante qui est partie pour son projet de fin d'études, donc niveau Master 2, sur aussi la compréhension de la durabilité de cette filière, aussi en Maine-et-Loire, dans une région française. La deuxième partie de cette séquence pédagogique, c'est ensuite la co-construction de jeux sérieux. Là, on est dans une capitalisation des connaissances acquises sur le terrain, sur l'étape précédente. Hein, et cette capitalisation, elle se fait au travers de la construction de jeux sérieux. Je dirais même au travers de la co-construction, parce que c'est important. Ce sont vraiment un échange et un travail commun entre enseignants-chercheurs et étudiants. Donc là, c'est des étudiants de niveau Master 2, donc du domaine d'approfondissement de notre école, hein, développement agricole et financement, qui ont construit ces jeux sérieux. Donc, sur une séquence de 3 jours. D'abord, le jour 1, c'est un cadrage général et des apports théoriques liés à la filière apicole. Ensuite, le jour numéro 2, c'est l'élaboration des jeux. En groupe, ils ont construit des jeux pour répondre à ces questions-là. Et le jour numéro 3, c'est la finalisation des jeux, la restitution. Chaque étudiant a joué aux différentes propositions de jeux sérieux réalisées par les groupes. Et puis, un retour, une évaluation collective de ces différents jeux sérieux. Donc, à l'issue de cette partie-là, donc on a un prototype on a 4 prototypes de jeux sérieux qui sont proposés. La troisième étape, c'est la finalisation pédagogique, c'est-à-dire que partant de ces prototypes, eh bien, nous, enseignants-chercheurs, on a développé 3 jeux sérieux en lien avec ces questions de durabilité, à partir de la proposition des étudiants, bien sûr. Donc, on a développé un jeu sérieux sur les interactions entre les abeilles et leur environnement, un jeu sérieux sur la dynamique agriculteur et apiculteur, et un troisième jeu sérieux sur l'intégration de l'activité apicole au sein de son environnement socio-économique. Donc, vous voyez, hein, c'est des questions qui sont liées aux questions de terrain qu'on a fait émerger dans la première partie. Et pour la 4e partie de cette séquence pédagogique, là, on a construit un module d'enseignement autour du développement durable. Donc, les objectifs, c'était de prendre conscience, de faire prendre conscience aux étudiants de la complexité de la durabilité, mais via un apprentissage expérientiel. Et c'est d'approfondir aussi les connaissances, bien sûr, en apiculture et les interactions entre les composantes environnementales, économiques et sociales. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'on a construit, donc avec Michel Vaillant, avec moi-même, et puis avec Ludovic Andrès, qui est un 3e enseignant-chercheur en agroéconomie qui participe bien sûr au projet, on a construit un module d'enseignement à destination d'étudiants de licence 2. Donc, on a animé à 3 enseignants-chercheurs. Donc, on a d'abord une approche théorique de la durabilité, une compréhension pratique de l'apiculture, et puis le jeu sérieux numéro 1, donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur les interactions abeilles-environnement. On l'a fait jouer aux étudiants et il a été également animé par des étudiants. Donc, ça veut dire que les étudiants étaient en autonomie pour l'animation et le jeu autour de ce jeu sérieux-là.
Et ensuite, on a réalisé un débriefing sur les processus d'apprentissage et sur l'appropriation de cette complexité liée au développement durable. Et puis, on leur a proposé aussi un questionnaire pour avoir des retours un peu plus précis et individuels autour de ces différents, pour les différents étudiants qui ont joué à ces jeux sérieux. Et la dernière événement qu'on voulait vous donner, c'est que finalement, l'idée, c'est pas seulement de construire ces formes pédagogiques qui sont nouvelles pour nous au sein de l'ISTOM, c'est aussi de voir comment on peut les partager, les répliquer, les transmettre. Et là, donc, ça se fait dans le cadre d'un partenariat avec l'université de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine, où en discussion avec les collègues et les étudiants de cette université-là, on essaie de voir en quoi cette méthode, ces nouvelles formes d'éducation pédagogique peuvent être partagées donc avec les collègues de Banja Luka. Et là, la slide que vous voyez, c'est juste en fait la production de connaissances. Donc la première étape qu'on a pu réaliser cette année sur 3 thèmes très différents, mais qui nous permettent de produire de la connaissance dans cet objectif ensuite d'aller sur le pédagogique et la construction de jeux sérieux. D'accord. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre attention. Merci. Encore, j'ai une question. Vous avez, oui, vous avez le droit d'applaudir, bien sûr, parce que très belle et très claire présentation dans la mesure où vous avez vraiment mis, en fait, on voit la centralité que vous avez donnée aux étudiants même. Vous avez dit, c'est pour vous aussi des formes pédagogiques nouvelles. Qu'est-ce que vous avez découvert vous-même chez vous dans la conception et la mise en œuvre d'un tel programme? Nous, ce qui a été très intéressant, c'est que alors quand on lance ce type d'exercice, on a en fait une finalité, mais on ne connaît pas encore le chemin. Et donc, le pari qu'on s'était lancé, c'est de dire, ce chemin, on va le construire avec les étudiants. Et donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur ce projet-là, et on en tire finalement toute la richesse que l'on peut trouver dans la co-construction, c'est-à-dire finalement le fait de construire ces jeux sérieux, de faire les terrains avec eux, d'analyser les données, c'est ça qui nous paraît essentiel, c'est cette forme de co-construction. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans ce est-ce que ça vous a donné des difficultés parce que vous êtes quand même l'expert et puis finalement vous devez le faire avec les étudiants eux-mêmes. Est-ce que ça vous a mis un peu, je ne sais pas, ça peut déboussoler ce genre de trajet. Et vous avez raison, ça nous a amené encore plus d'humilité dans notre métier et la reconnaissance finalement du fait que les étudiants, de par eux-mêmes, cheminent sur ces questions de la durabilité. Oui, tout à fait. C'est ces questions de prendre le temps aussi des différentes étapes pour pouvoir dire pour répondre à cette première étape, on a besoin d'une réflexion collective, on a besoin d'échanger et on a besoin d'évaluer un peu toutes les propositions qui sont faites pour ensuite construire une réponse à l'objectif et puis avancer petit à petit, mais avancer tous ensemble dans la réalisation du projet. Ouais. Donc, ça demande un certain recadrage, réapprentissage des pédagogues même que vous êtes vous et dont beaucoup sont aussi dans la salle, en tout cas, qui réfléchissent comment le faire avec les pédagogues. Je vous remercie beaucoup pour cet apport. Voilà, on va passer au Mentimeter encore, juste pour que vous puissiez voir un peu les réponses que vous avez apportées quant à comment faire cette approche holistique. Je demande le Mentimeter que vous le… Voilà, il arrive. Donc là, vous avez un peu les jeunes acteurs au changement. Hein, ils sont mis… ce qui est plus grand a été répondu plus souvent. Connexion entre les cultures, l'intersectoralité entre les différents secteurs, la responsabilité, la participation, les connaissances locales, comment les valoriser. Donc voilà un peu ce qui est remonté par rapport à la séance, cette séance en fait. Non, on va passer. Quoique je crois que celle-là, elle est peut-être encore intéressante pour la suite parce qu'on va passer aux jeunes. Dernière question avant d'avoir une pause de 15 minutes. Je vous laisse répondre à cette question que l'on va peut-être aussi utiliser en début de la session prochaine. Donc, comment inclure les jeunes dans cette approche holistique, dans cette approche, quelles sont vos idées pour les inclure? On a déjà entendu beaucoup, peut-être que vous avez encore de nouvelles idées. Et sur ceci, j'aimerais un grand applaudissement pour tous ceux qui ont présenté,
Mais je vous laisse d'abord. Oui, non, je vous laisse d'abord. Je vois tous les gens qui sont en train, toutes les personnes qui sont en train de la première réponse qui vient, posez cette question aux jeunes, pas à nous. Et je crois que c'est une through art and music. Voilà les. Voilà. Et sur ceci, les réponses arrivent. On va les regarder un peu plus en profondeur tout à l'heure. Je vous remercie et on se retrouve dans 15 minutes.